Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Aurélie, merci de m'avoir Bonjour. rejoint cet après-midi, c'est super gentil. Donc Aurélie, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui te connaissent, mais pas forcément physiquement. Ton nom aussi, Aurélie Manteau, peut-être que ça parle. Mais je pense que c'est aussi tes livres hein, qui sont hyper connus et c'était un petit peu le sujet de, enfin, ce que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire, ben, voilà, tout ce qui t'a amené à faire qu'aujourd'hui, ben, on te connaît pour tes livres. Alors, je vais les présenter, hein. Le premier, c'est celui-là et le plus récent, c'est celui-là, hein. Je crois C'est ça. je crois que moi, je te disais, je connais des pages par cœur, je recommande et tout, parce que bah, il est vraiment très, enfin, ils sont vraiment très pratiques et je trouve ludiques et simples et tout ça et tout ça. Voilà. Donc, Aurélie, si tu devais te présenter, tu accompagnes des familles pour la diversification, c'est la grosse Ouais. partie de ton activité. Tu Ouais. fais des ateliers encore aussi, toujours par rapport. Est-ce que Alors, tu. j'ai arrêté les ateliers en présentiel D'accord? parce que j'ai manqué de temps, mais je fais Oui. beaucoup, oui, de formation en ligne, de création de supports en fait pour aider les familles au quotidien, que ce soit pour des idées de menus, des idées de recettes, mais également des supports pour se faciliter la vie. Je crée des outils en fait, des plannings, des calendriers aussi pour tout ce qui est compliqué pour les parents, souvent par exemple l'intégration des allergènes, tout ça. Et Ouais. ce que j'adore, c'est aussi l'accompagnement en ligne. Donc en fait, j'accompagne des parents de France, mais de partout dans le monde, et que j'accompagne en fait pendant tout le processus de diversification alimentaire. Alors moi, je suis plus spécialisée dans l'ADME et l'alimentation autonome, mais au vu des changements de pratique des familles, bah, je suis amenée aussi à accompagner des familles qui sont avec des bébés qui ont des difficultés à passer au morceau, mais également aussi de plus en plus de plus grands, vers 18 mois, qui se trouvent en phase de néophobie alimentaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite phase de sélectivité alimentaire. Je dis petite, mais ça peut durer des mois. Euh, Ouais. c'est ça, et lors de laquelle, en fait, on se retrouve souvent démunis en tant que parents. Et du coup, j'accompagne de plus en plus de parents qui se trouvent dans cette situation-là. Donc, c'est plutôt très varié en termes de public. Contrairement à ce que je faisais au départ, où j'étais vraiment focus sur des bébés qui faisaient que de la DME. Là, Ouais. vraiment, j'ai élargi, en fait, puisqu'il y a une demande des parents. Mais je crois que tu as eu, en fait, t'as eu la même réflexion que moi. Tu t'es dit, bah, en fait, la DME, c'est super, c'est génial. Et puis après, tu te rends compte que ben, dans certains cas de figure, elle n'est pas possible. Par exemple, sur le mode de garde ou un des deux parents n'est pas OK pour le faire. Et puis après, tu as l'autre partie qui te dit, ah oui, mais même les morceaux, ils mangent pas. Et là, tu te dis, bah, en fait, il faut aussi trouver des solutions à ces familles-là. Et tu sais, moi, enfin, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, quoi. Je me dis, si un enfant dort bien et si un enfant mange bien, déjà, on n'est pas trop mal parti, quoi. Après, il y a tout plein de trucs autour, mais si déjà ça, c'est pas source d'inquiétude et de soucis, parce que ça l'est, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est vraiment ce moteur-là que moi j'ai retrouvé au fur et à mesure de ma pratique parce que j'ai commencé en 2017. On est en 2025, donc voilà, les années passent. Et c'est cette sensation que les parents ont d'être démunis en fait. Et c'est ça aussi qui a fait évoluer mon accompagnement pour ne pas laisser ses parents sur le carreau en fait, de dire, mais il y a des solutions, on va les mettre en place ensemble, que vous faisiez de la DME ou pas, on va trouver des solutions pour vous apaiser et vivre bah, le contact alimentaire de façon plus sereine. Et puis, la bouffe, c'est un peu la vie quand même, hein, donc, Ouais, et c'est fait pour prendre du plaisir, pour qu'on y revienne souvent, souvent, quoi, hein, pour que voilà, on soit incité à manger pour bien grandir et tout ça, quoi. Ouais. Et toi, à la base, tu as comme formation, tu es infirmière, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Dans ta vie d'avant, comme j'aime bien dire, tu étais infirmière. Ouais. En EHPAD, hein, je crois, tu m'as dit, c'est ça? Alors, j'ai fait pas mal de petites choses dans le cadre de mes formations. Ouais. Dans ma formation, moi, j'avais un projet puéricultrice en fait à l'origine. Ok. Mais après, quand on remet dans le contexte, moi, j'ai été diplômée en 2013 et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas de poste pour les infirmières, quels que soient les services. C'était très, très compliqué. Donc, effectivement, je me suis retrouvée à travailler pendant 6 ans au total en EHPAD.
Et Ouais. moi, j'avais mon grand dada, c'était les personnes désorientées avec des troubles cognitifs et avec lesquelles on a mis en place notamment des ateliers et des repas mangés main. Donc, tu vois, déjà, j'avais Ouais, ouais, ouais. Il y avait des petites touches déjà, des petites prémices. Ouais, ouais. c'était pas le même mécanisme de comment dire d'intégration des aliments, mais l'objectif était le même, c'était de d'être en face de personnes qui se trouvaient complètement passives face à l'alimentation et de leur redonner ce plaisir de s'alimenter en autonomie avec des outils et avec des techniques qui pouvaient les aider. Donc déjà ça m'a pas mal touchée. Et j'étais ce qu'on appelle chat noir dans le service, c'est-à-dire que toutes les urgences c'était pour moi. Réa cardiaque, j'en ai fait pas mal, étouffement aussi. Et du coup, c'est des choses que j'ai gardées aussi et qui m'ont aidé après, par la suite, à créer mes ateliers par rapport à tout ce qui est sécurité alimentaire, gestion de l'urgence par rapport au repas, parce que quand on parle de DME, souvent ce qui fait peur, c'est la mise en urgence, le bébé qui s'étouffe. Et du coup, c'est quelque chose déjà qui était très imprégné en moi et ça faisait sens finalement. Quand je dis souvent que j'ai fait de l'EHPAD, on me dit que ça n'a rien à voir. Et finalement, quand je développe un peu le parcours, on Ouais, se rend compte que bah, finalement, c'était pas si loin que ça. Et je suis devenue maman aussi. ouais. Euh, et ce qui m'a vraiment refait, enfin, ce qui m'a fait repercuter à mon projet initial de me dire, les personnes âgées, j'aime le contact, mais il me manque clairement quelque chose. Et le public, c'est pas celui vers lequel j'ai vraiment envie de faire bah, ma carrière professionnelle. Ouais, ouais. C'était chouette. Mais là, ce C'était que je fais chouette. aujourd'hui, c'est passionnant. C'est pas Ouais, pareil. ouais, ouais. Et donc, c'est ta petite fille un peu avec ses Ouais, difficultés quand elle est arrivée qui t'a fait complètement switcher en fait. c'est ça. C'est vrai que ben t'avais ce poste en EHPAD où tu aimais, mais t'étais pas complètement épanouie. Et puis arrive ta petite fille et des grosses difficultés que tu vas nous évoquer. Et là, tu t'es dit ben c'est bon, maintenant c'est le moment, je fais ça Ouais. vraiment à temps plein quoi. Ouais. Ouais, en fait, quand ma fille est née, alors premier bébé, donc j'imaginais plein de choses. Avec mon mari, on se disait, nous, en tant que parents, on fera ci, on fera ça. Sauf que bah, à la naissance, on s'est pris une grosse volée, entre guillemets, c'est-à-dire que ma fille est née avec une malformation, ça s'appelle la fente vélopalatine. C'est de la famille des fentes labiales qu'on appelle pas très joliment les becs de lièvre, et ce qui induit énormément bah, d'impact au niveau alimentaire. Ce sont des bébés qui boivent très peu de lait, par exemple, qui prennent peu de poids, qui mangent toute la journée, mais ça dure 10 minutes. Enfin, moi, quand je disais que du coup, je pouvais pas allaiter du fait de cette malformation-là, parce que ça ne marche pas au niveau mécanique, que je disais que je passais 10 heures, entre 10 et 11 heures par jour à donner le biberon à un bébé qui prenait très peu. Voilà. C'était Ouais. un peu une grosse claque qu'on s'est pris. Et en fait, arrivé à l'âge de la diversification alimentaire, je me suis dit, ouf, au moins là, ça va passer. Sauf que du fait de sa malformation, tout repassait par le nez parce qu'elle n'avait pas ce blocage en fait qu'on appelle le voile, qui fait que les Ouais. aliments ils sont poussés vers les voies digestives. Là, elle n'avait pas ça, donc ça régurgitait par le nez, c'était infernal. Et la sensation de régurgiter du lait par le nez, c'est très désagréable. Les purées, ça brûle. Donc vraiment, clairement, c'était Ouais. compliqué. Concrètement, enfin, la bouche et le nez communiquaient, c'est ça. Donc tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait, passait d'un. Ouais, Donc, ouais. Donc, ouais. ouais. Nous, ça régurgitait pas par la bouche, mais alors par le nez, mais à longueur de journée. Donc c'était Ouais. assez traumatisant. En plus, on s'est rendu compte au fur et à mesure des mois qu'elle était hypersensible. Voilà, terrain génétique. Merci maman. Voilà. Moi, je me suis Ouais, perdu quoi à mais. ce moment-là aussi. Mais voilà, et du coup, elle avait une tolérance à la douleur, à la gêne qui était au ras des pâquerettes. Elle pleurait à longueur de journée. Dès qu'elle voyait un biberon arriver, elle hurlait. On pouvait pas lui mettre une cuillère dans la bouche, elle hurlait. Donc vraiment un carnage au niveau alimentaire. Et ce qui m'a fait prendre aussi conscience que bah, quand on a un enfant différent, l'alimentation, on imagine ça comme un plaisir. Et là, clairement, ça devient un cauchemar. Ah ouais, ouais, bah, Euh, tu le décris bien, hein, tu le décris bien. Tu dis que quand elle voyait arriver un biberon, elle se disait, ah non, pas Ouais. encore ce truc qui me fait mal, etc., quoi. Hein. Ouais, Et ouais. puis on a bien angoissé l'heure.
De se dire, oh là là, dans une demi-heure, il va y avoir un biberon, il va y avoir une prise alimentaire. En fait, il n'y a plus aucun, enfin, il y a clairement aucun plaisir à alimenter l'enfant dans Ouais. ces conditions-là parce qu'on sait que c'est traumatique pour elle et ça en devient traumatique pour nous. Ah ouais, et puis tu as toujours cette inquiétude de dire, bon, bah, elle mange quasiment rien, mais il faut quand même qu'elle grossisse, il faut quand même qu'elle grandisse, il faut quand même qu'il y a quelque chose qui arrive à passer, parce que sinon, on est vraiment dans une situation compliquée. Donc, ouais, ouais. Et ça, vous l'avez vu à la naissance, en fait, qu'elle avait cette malformation, ou vous le En saviez fait, ils l'ont vu quelques heures après la naissance. On était en chambre en pleine nuit. En plus, je m'en souviens, ça m'a marqué. L'auxiliaire, en fait, il dit c'est bizarre, le Doliprane ne fait que passer par le nez parce qu'elle avait eu en plus un accouchement compliqué, 22 heures d'accouchement, elle n'était pas bien positionnée, elle est sortie avec les forceps, donc il y a eu de la douleur, donc Doliprane. Et en fait, le Doliprane, il ressortait sans arrêt par le nez. Et c'est une auxiliaire qui me dit, en pleine nuit, moi j'étais encore shootée par la fatigue, la péridurale, enfin clairement je ne comprenais rien. Là, je n'étais plus du tout infirmière, c'est-à-dire qu'on aurait pu me dire qu'il y avait un éléphant dans sa bouche. Clairement, je disais oui, hein, voilà, Non, c'était non, un peu. mais merci de dire ça parce que je trouve que on a beau être infirmière ou puère quand c'est nos Ah, enfants. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu sais que c'est une autre partie du cerveau et que l'autre, elle est ouais, complètement connectée. Il y a tout l'émotionnel et tout qui se met. Donc, ça. c'est plus du tout la même chose, quoi. T'oublies tout ce que tu fais dans ton quotidien professionnel, quoi. Ouais, Et, c'est ça. Et du coup, je ne percutais plus rien. Et là, l'auxiliaire me dit, il y a un problème, il manque un bout de son palais. Alors moi, je dis, ah bon, en vrai, quand quelques heures après, c'est vrai, il y avait un trou énorme. Enfin, clairement, je pouvais pas ne pas l'avoir vu. Elle avait une glotte qui était coupée en deux. Mais pour moi, j'étais tellement shootée par la fatigue, la péridurale. les euh, hormones, tout ça, quoi. que clairement, à ce moment-là, il devait être 3 ou 4 heures du matin, mais je ne voyais rien, quoi. Clairement, c'était ça. Donc, premier état de choc. En plus, mon mari, pour cette première naissance, n'était pas avec moi. Enfin, voilà, comme parent débutant, on s'était pas dit que j'allais être éclatée et qu'il allait falloir qu'il reste dormir. Et lui, il était rentré. En plus, il devait travailler, je crois, le lendemain. Et au final, il y est pas allé. Ouais. Mais l'auxiliaire qui, du coup, appelle la sage-femme un peu en urgence. On me dit que le pédiatre, il va falloir qu'il nous voie. En fait, toutes les infos nous tombaient dessus à 1 ou 2 jours de vie, je sais plus. On se retrouvait à Nantes, enfin à l'Hôtel-Dieu de Nantes, donc grand CHU avec un bébé qui avait 2 jours. On nous dit un chirurgien qui nous dit bah l'allaitement ça marchera pas, alors qu'à Cholet on nous disait si. Elle va être opérée plusieurs fois. Alors après on nous a fait tout l'étalage des complications possibles. Et là du coup on sort de la maternité et on se dit en fait bah je suis déphasée par tout ce qui se passe. C'est mon bébé, mais clairement, je sais pas du tout où on va, je me sens pas maman. Et voilà, et puis bah, évidemment les hormones qui arrivent Bah à ce oui, moment-là. oui, oui. La chute hormonale, et là, c'est de l'hécatombe, quoi. On se retrouve avec un bébé qu'on avait, bah, comme tout parent, surtout d'un premier, je trouve, idéalisé. Et là, on se prend tout en pleine poire. Ouais, ouais. Et avec pas forcément de réponse claire et pas forcément de Aucune réponse. chemin tracé, quoi. C'était pas, voilà, on ne pas proposer quelque chose de très concret en disant, ben, on va attendre temps, elle sera opérée de cette façon, pendant ce temps-là, vous allez l'alimenter comme ça, et tout ça, quoi. Non. On a surtout dit toutes les complexités de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle pouvait être sourde, elle pouvait ne pas avoir de dents, elle pouvait potentiellement ne jamais récupérer au niveau de la parole. En fait, on nous a fait un tableau Ouais. clinique Waouh. alarmant pour nous dire, on vous dit tout ce qui peut possiblement se passer et après, on verra en fonction d'elle. Ok. Ouais. Pendant plusieurs mois, on ne savait pas. Ouais, et moi aussi j'ai vécu ça en fait. Tu deviens maman, mais enfin quelque part c'est pas du tout ce que tu avais imaginé quoi. C'est complètement l'inverse. On est loin des bisounours, loin de félicitations madame et tout ça quoi. Et ouais c'est pas facile à vivre hein, à ce moment-là. Ouais ouais. Et du coup, comment petit à petit t'en es arrivé à la DME? Parce que ben, tu avais toutes ces difficultés d'alimentation. Et puis, ben, il fallait quand même, à un moment donné, j'imagine, la diversifier. Toi, tu pensais que ça serait quelque chose de plus simple finalement? Tu t'es dit vivement qu'elle mange solide pour que ça soit plus Ouais. simple ça repasse pas par le nez, c'est ce que tu te disais en fait.
Ouais. C'est ça. Et puis en réalité, alors la nutrition pédiatrique, j'en avais entendu parler en service de pédiatrie. J'avais fait stage et ça m'avait passionné. Comme j'avais un projet puère, évidemment, je voulais aller en service de pédiatrie. Mais c'était les plus grands que j'avais eu en service. Et j'avais pas eu de bébé, si tu veux, en phase de diversification alimentaire. Donc je m'étais à ce moment-là pas forcément plus renseignée que ça sur l'alimentation du bébé dans le cadre de la diversification. Et du coup, moi, j'avais encore l'idée de, on diversifie les bébés à partir de 4 mois, on fait une semaine de carottes, une semaine de haricots verts, etc. Bon, tout ce qui finalement n'existe plus. J'espère, Et j'ai j'espère, 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 ça n'existe plus. et en fait, j'ai fait une jolie rencontre après mon accouchement. Dans le cadre de la rééducation périnée, j'étais prise en charge par une sage-femme qui habitait, enfin qui exerçait à côté de chez moi. Et quelqu'un de très doux, de très avenant, qui comprenait parfaitement ma situation émotionnelle déjà que ma fille. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis effondrée dans son bureau et elle a vraiment stoppé la séance pour vraiment prendre en charge les difficultés que j'ai avec Léna. Et puis quand est venue la question de la diversification alimentaire, elle m'a dit, bah, écoute, oui, tu peux faire les purées, mais je te recommande quand même d'attendre un peu. Voilà, on n'a pas d'urgence à se lancer directement 4 mois et un jour. Elle m'a dit, renseigne-toi. Mais voilà, je t'en parle parce que je sens que tu es ouverte du fait de la situation de ta fille, mais aussi de façon professionnelle. Elle sentait que j'étais ouverte à plein de choses, le portage, l'allaitement, j'avais pas pu allaiter, mais elle sentait que c'était quand même quelque chose au niveau professionnel qui me touchait. Enfin, toutes ces choses-là. Et elle m'explique qu'en fait, elle avait vécu en Nouvelle-Zélande et que là-bas, alors j'ai appris que c'était plus forcément le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, là où elle était, dans le village où elle était, il n'y avait pas de diversification classique comme chez nous. C'est-à-dire qu'ils faisaient la DME, c'était la diversification générale. Du coup, elle m'expliquait, elle me disait, bah oui, avec ma fille, on donnait des morceaux bien fondants, des aliments qu'on avait facilement en accès, on cuisait bien les aliments qui devaient être cuits et le reste, on donnait bien mûr. Et on proposait ça dès 6 mois. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais elle me l'a mis avec tellement de douceur en me disant, ça peut peut-être lui permettre à ta fille d'accepter plus facilement les aliments puisqu'il y aura plus le contact de l'adulte qui porte la cuillère à la bouche. Il n'y avait plus ce frein-là, c'est elle qui allait explorer. Et du coup, je me suis renseignée. Alors en France, à cette époque-là, parce que Léna, elle est née en 2016, très peu de données, enfin, c'était très Ouais. compliqué. Et je suis vite tombée sur les ressources canadiennes et de Jessica Paul? Grande-Bretagne, Ouais, ouais, ouais. c'est ça? Ouais, après, Grande-Bretagne, on a les mêmes formations de. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Et du coup, je me suis imprégnée de tout ça. Et puis, du coup, elle a 4 mois. Donc, pendant 2 mois, je suis mise à fond là-dedans en me disant, ça va nous sauver, ça va nous sauver. On a commencé, alors clairement, genre, j'ai un copain qui disait, ah, mais Léna, la DME, c'est bien beau votre truc, mais elle a un bout de concombre dans les cheveux, un autre dans l'oreille et un autre dans le nez, rien n'a touché la bouche, quoi. C'est un peu ça. Donc on était vraiment sur enfin, l'exploration. Déjà, on travaillait le toucher, le fait qu'elle porte à sa bouche. Mais à cette époque-là, elle n'avait pas encore été opérée. Donc le contact alimentaire était encore compliqué. Une fois qu'elle a été opérée, donc on a eu un mois donc de cicatrisation et après c'était parti. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris plaisir, elle s'est éclatée. Et là finalement, enfin une partie des parents qui avaient des enfants autour de nous, ils ont commencé à s'y intéresser. Et moi j'étais tellement passionnée parce que ça nous a tellement changé la vie que je transmettais en fait toutes les données que j'avais. Et du coup, ça a vraiment commencé l'activité des ateliers. Mon premier atelier, je l'ai donné sur une aire d'autoroute. Léna, elle avait 1 an. En fait, on s'installe à une aire d'autoroute, on partage la table avec une autre famille qui avait un petit loulou à peu près dans les âges là, dans les âges de Léna. Et puis en fait, la mamie, elle regarde ma fille manger, elle fait, mais elle a quel âge? Alors j'explique, elle a 1 an. Elle fait, mais elle mange toute seule, elle mange tout ça. Donc je lui explique. Puis vraiment, la mamie était super intéressée, mais de façon positive, parce que des fois, on peut avoir des gens très jugeants, surtout dans la génération des Ouais. grands-parents qui ont fait différemment avec leurs enfants. On est un peu les percuter quand on fait des choses différentes. Et au contraire, elle était hyper enjouée. Et puis, elle voyait que son petit-fils, lui, avait des difficultés à apprécier, en fait, le contact alimentaire. Et puis, tout de suite, elle s'est dit, ah, mais on va essayer ça. Je suis sûre, enfin, voilà, ça va peut-être l'aider. Et quand on est parti de cette aire d'autoroute, mon mari m'a dit, c'est ça que tu feras plus tard. Tu formeras les parents, comme nous, qui ont eu des difficultés, avec leur bébé ou tout simplement qui veulent faire la DME et tu les accompagneras. Et c'était une blague au moment où il me l'a dit, mais moi j'ai gardé ça en tête. Ah Et ouais, ouais. 3 mois Mais, après, les ateliers étaient nés en fait. J'avais créé ouais. l'entreprise et je commençais à donner mes premiers ateliers à l'époque en présentiel au niveau local.
Et après, bah, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Et Ouais. là, j'ai eu des demandes de partout. Et à chaque fois, je disais, mais non, je peux pas, je travaille qu'au niveau local. Et un jour, une maman m'a dit, ça commence à bien faire votre affaire. Vous donnez des super conseils. Nous, on n'y a pas le droit en Il y a atelier, pas. créer une version en ligne. Et du Ouais. coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai créé bah, la première version en 2018. Du coup, j'étais enceinte de ma deuxième. Et en fait, tout s'est enchaîné derrière. Mais pour en revenir à ce que tu as dit ton mari, c'est chouette parce qu'on a tous quelque part quelqu'un qui nous a dit à un moment, tu vois, une phrase. Et moi, je sais que quand je travaillais dans l'industrie, il y avait mes collègues proches qui me disaient, ben, un jour, si tu t'en vas, c'est pour t'occuper des mamans. Enfin, tu vois, c'était une Ouais, c'est évidence. ça. Mais bon, après, il faut te, enfin voilà, et après, il faut se persuader soi et sauter le pas. Mais en tout cas, ouais, ouais, ça reste, je suis d'accord avec toi, ça reste dans nos têtes, ces petites phrases. Euh, ouais, C'est donc du ça. coup, après, t'as complètement switché, t'as arrêté d'être infirmière. Au Et départ. pas au En fait, départ? j'ai fait les deux pendant un peu plus d'un an et au niveau pro, je me sentais plus à ma place en service bah, EHPAD. Je trouvais plus ma place, ça avait plus de sens pour moi. Et en Ouais, plus de ça, la population changeait, c'est-à-dire qu'on n'était plus, comment dire, des faiseurs de soins, des accompagnements, on était des, comment dire, des prestataires. C'est dans la façon dont les certaines personnes âgées nous voyaient, c'était vraiment je suis client, tu fais ta prestation. Moi, le ouais, soin, je l'ai jamais vécu comme ça. Et du coup, ça, déjà, j'étais fatiguée bah, de par ma maternité. J'ai deux enfants qui ont 2 ans d'écart, donc fatigant. Léna qui avait bien mis un gros coup aussi, entre guillemets, dans ma façon de me sentir en tant que maman et puis même en tant que femme. Et du coup, j'ai entre guillemets fait un burn-out. Alors, je pense mélange pro, perso, les deux ensemble. Et du coup, mon mari m'a dit, t'arrêtes, tu démissionnes et on verra ce que ça donne. Je m'étais laissé l'été, tu vois, j'ai démissionné en juin 2019. Je m'étais laissé l'été pour me dire, bah voilà, j'ai gagné entre guillemets de l'argent à partir. Cet argent-là, je le garde, ça va me faire l'été. Et à partir de septembre, je trouve un travail. Sauf qu'au fur et à mesure des mois, finalement, bah, je commençais à vivre tranquillement de mon activité, ce qui repoussait tous les mois à chaque fois. Et ce qui fait ouais. qu'on est le 27 janvier 2025 et je fais toujours cette activité à 100% et avec toujours autant de passion. Ouais, trop bien. Mais je te rejoins pleinement dans le fait de perdre un peu du sens de son métier, son premier métier. Alors, comme tu dis, je pense que peut-être toi, les personnes âgées, elles ont un petit peu changé de comportement vis-à-vis de toi et tes collègues. Mais je pense que nous aussi, en tant que femmes, en tant que mères, on a changé. Et moi, je me souviens, moi, je travaillais en open space, tu sais, avec les collègues qui avaient des clients du monde entier et tout. Et je dis, mais tu sais, des fois, ça dérapait un peu. Et je disais, mais dans ma tête, je me disais, mais va passer une journée en néonate et puis après, tu nous foutras la paix, quoi. Tu vois? En fait, je trouvais ça tellement dérisoire de s'emporter pour des broutilles et tout. Je me disais, mais va faire un tour en néonate, quoi. Après, tu viendras pas me dire que t'as pas tes pièces ou que je t'ai pas fait ton dossier ou tout ça, quoi. Donc, ouais, je pense que ouais, il y a vraiment cette maternité quand même qui nous a fait changer de valeur, de sens de la vie et de priorité, clairement, quoi. Ouais. Mm. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans le cadre du réseau, parce que du coup, dans la continuité, j'ai créé un réseau de professionnels, parce que j'avais pas que des demandes de parents, j'avais aussi des professionnels au niveau local qui voulaient avoir des billes, en fait, pour les parents qu'ils accompagnaient, que ce soit des sages-femmes, des médecins, pédiatres, mais aussi des orthophonistes, des ergothérapeutes et ainsi de suite. Et en fait, dans une grande partie des projets, on se rend compte que ce sont des femmes qui ont fait complètement évoluer leur exercice professionnel dans le cadre de la maternité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans qui se sont dit j'ai mes enfants que j'ai à gérer et j'ai envie d'en profiter, c'est-à-dire que j'ai pas envie, bah, en tout cas pour celles que j'ai accompagnées, de boulot, métro, dodo, enfin j'ai pas envie de ça, j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie d'être disponible pour eux, les voir grandir, mais j'ai aussi envie d'être une maman active et on se retrouve avec beaucoup de mamans entrepreneurs, bah, au final comme moi qui Ouais, avait clairement. besoin de pouvoir gérer son planning, être maître de ses décisions. Et c'est vrai que souvent, le point qui commence à lancer ces projets-là, c'est le pied dans la maternité.
Ouais, c'est vrai. Et tu vois, moi, je pense souvent à nos mères, à nos grands-mères. Je trouve que, enfin, alors, c'est pas une caricature, hein, c'est pas toutes les familles comme ça, mais nos grands-mères, elles étaient plutôt à la maison, nos mères, elles étaient plutôt au boulot. Et nous, on s'est dit, ben non, nous, on veut ni sacrifier notre maternité, ni sacrifier notre carrière, et on va essayer de faire un mix des deux pour arriver à s'épanouir sur les deux plans, quoi. C'est pas moins fatigant parce qu'on a une charge qui est énorme en termes de gestion, gestion du quotidien perso, pro, la difficulté de mettre la limite aussi entre les deux. C'est quelque chose qui peut prendre des années, voire même bien au-delà Ouais, à se ouais. mettre en place. Mais il y a une vraie volonté d'être maître de son avenir, en fait, Mm, mm, et de pas louper les étapes, que ce soit les étapes professionnelles, mais les étapes aussi d'évolution des enfants. mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais je te rejoins complètement. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que tu sais, des fois, dans certains métiers, ben, on fait la théorie et puis après, on est sur le terrain. Et en fait, nous, on a fait l'inverse, on a déjà fait le côté pratique. Et Ouais. après, on s'est formé pour ben, justement pouvoir traiter des cas autres que les nôtres, hein, parce que ben, des enfants avec des fentes palatines, il y en a, mais c'est pas non plus, voilà. Moi, des enfants nés prématurés, heureusement qu'il n'y en a pas des milliers, enfin déjà qu'il y en a déjà pas mal, tu vois. Mais du coup, c'est notre expérience pratique et après, on a élargi. Et je trouve que ça donne des conseils vraiment très, très concrets aux mamans parce que, ben, moi, je dis toujours, en fait, on est juste une étape après vous. Là où vous en êtes, on y a été aussi, on sait ce que c'est. Je trouve que c'est d'une valeur pour les mamans, c'est super chouette, quoi, parce que tu sais vraiment de quoi on parle, quoi. Et puis ça leur permet aussi parce que souvent enfin moi c'est ce que je ressens en accompagnement, elles ont tendance à dénigrer ce qu'elles font avec leurs enfants en se disant mais moi je suis nulle, moi j'y Ouais, arrive pas. Et en ouais, fait moi ça m'arrive très souvent de leur dire hop 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 hop, on s'arrête. Je suis aussi maman. Je sais ce que c'est qu'un enfant qui veut pas dormir, un enfant qui veut pas manger, un enfant qui fait une crise en supermarché. Non, c'est pas vous, c'est la majorité des mamans qui sont confrontées à ces problématiques et parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, eh ben, on a tendance à se dire on est moins bien que les autres. Non, non, non. Et puis il y a aussi l'image des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on montre beaucoup de choses, mais on sélectionne. Et beaucoup de mamans me disent, oui, mais moi j'ai vu sur tel compte, cette maman, elle arrive à faire ci, ça. Mais oui, mais non, en fait, elle montre que ce qu'elle a envie de montrer. bah Donc oui. peut-être que derrière, par exemple, des mamans qui font du Montessori, qui sont très dans je sais pas moi, dans les activités générales, derrière, il y a une pile de linge, hein, mais on la voit pas derrière le téléphone, hein, clairement. C'est Donc clair. ça, c'est vraiment important de se dire, euh, enfin moi je le dis en tout cas souvent, c'est par exemple pas parce que je suis sur les réseaux sociaux et que vous voyez certaines choses que c'est l'entière réalité de ma vie, hein, bien loin de là. Non, non, mais c'est vrai, mais tu as tout à fait raison. Il y a ce côté brillant doré des réseaux sociaux. On a l'impression que bah, elles y arrivent et que nous, on n'y arrive pas. Alors que, comme tu dis, ben, c'est juste une façade et derrière, on sait pas trop ce qu'il y a. Mais c'est vrai que ça contribue beaucoup à dévaloriser ce que font les mamans. Enfin, elles se sentent pas à la hauteur, pas capables, nulles, pas assez. Enfin, ouais, ouais, ouais. Clairement. Et pour en revenir à tes livres, moi je les aime beaucoup aussi parce que tu utilises vraiment des choses, des aliments très simples, des recettes très faciles. Parce que j'imagine que c'est des choses que tu as toi-même testées, hein, forcément, que tu as toi-même élaboré. C'est quelque chose qui est important pour toi de cuisiner pour tes enfants et Ouais. En leur fait, apporter. quand j'ai créé les recettes, enfin une partie en tout cas, mon cahier des charges c'était, j'ai deux enfants en bas âge à la maison qui me laissent peu de temps, dont la petite dernière qui était vraiment très koala, toujours dans les bras. Donc il faut que ce soit des recettes faciles, rapides et efficaces. C'est-à-dire que si je passe 1 heure à faire un bourguignon pour finalement l'assiette elle finisse de côté, ça va me gonfler. C'était un peu ça à l'époque. Oh non, mais Et je en te fait, je me rejoins suis rendu complètement. compte que j'étais pas du tout la seule à avoir ça et j'ai aussi, alors moi, en tout cas les parents que j'accompagne, j'ai pas beaucoup de familles qui ont des alimentations spécifiques, des D'accord. alimentations végétariennes par exemple. J'en ai, hein, mais c'est une minorité et du coup, ce qu'on me dit souvent dans mes recettes, c'est que c'est des aliments qui sont très faciles à trouver. On peut les trouver facilement en supermarché Ouais. parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire le marché dimanche matin, prendre que du frais.
parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le budget, enfin, il y a mille et une raisons. Et du coup, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Et moi, c'était aussi, ça faisait partie de mon cahier des charges, c'était de pas me contraindre à des aliments très spécifiques qu'on trouve pas partout. Faut que ce soit facile et accessible. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça qu'ont été créées les recettes. Et au final, j'ai gardé ce cahier des charges quand j'ai créé enfin, quand je crée de nouvelles recettes à chaque fois, de me dire, il faut que ce soit simple, Ouais. ludique et surtout efficace. Ouais. Mais moi, je dis toujours aux parents, pas de panique. Je suis sûre que dans votre frigo et dans votre placard, vous avez déjà plein de trucs pour commencer, quoi. Pas besoin d'acheter des trucs en plus, de faire des préparations séparées. Et ouais, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup parce que dans tes recettes, parce que finalement, tout le monde mange la même chose et on s'est pas pris la tête et c'est super simple et ça a beaucoup de goût, quoi. Mm. Ouais. C'est vraiment l'important, c'est de se dire qu'en tant que maman, on a déjà une charge mentale Ah qui est oui, énorme. Et c'est du pas pour coup, s'il faut rajouter. faire un repas pour le petit Loup qui a 6 mois, un repas pour celui qui a 2 ou 3 ans, et puis le reste de la famille mange autre chose, on s'en sort pas. Donc l'idée, c'est d'avoir une base alimentaire qui est la même pour tout le monde. Et après, par contre, on adapte en termes de format et de texture pour que ce soit adapté par rapport aux habiletés de chacun. Mais C'est ça. vraiment, l'objectif, c'est une base parce qu'il faut gagner du temps. Et si les recettes, en plus, elles se congèlent, c'est que mieux parce qu'on gagne du temps en termes d'organisation, ce qui permet aussi de proposer des aliments plus sains que de se dire oh là là, là j'ai rien, qu'est-ce que je fais? Enfin, souvent c'est ça, hein. Là, nous, elles sont plus grandes maintenant qu'on a plus souvent entre guillemets des repas moins sains. Oui. Mais de se dire en fait ça c'est parce que j'ai pas anticipé avant. Mais c'est ok aussi de se dire que des fois, eh ben un repas moins sain, ça en fait pas des enfants qui n'ont pas pris des habitudes saines alimentaires. Ça fait aussi partie de la vie alimentaire. L'idée c'est que ce soit pas tous les jours. Ouais. Tu sais, moi, je prends toujours l'exemple de la frite au début de la diversification. Je dis, il n'y a pas mort d'homme si vous donnez une frite, quoi. Ça doit pas être l'aliment de tous les jours, mais si c'est une fois de temps en temps, il y a aussi, comme tu dis, un peu moins sain, la partie plaisir, facilité aussi à certains jours de la semaine, quoi. Donc, c'est complètement OK, quoi. Ok. Voilà. Donc, du coup, ben, tu as écrit un livre et puis il avait tellement de succès que tu en as écrit un deuxième, c'est ça? En vrai, j'en ai écrit trois. Waouh! Je l'ai pas le troisième. Je vais. Le troisième, enfin, c'était le premier au final. Ah oui, Je l'ai écrit en auto-édition, c'est pour ça. Il est juste vendu sur Amazon parce qu'à l'époque, bah, quand on n'a pas de maison ouais. d'édition, C'est on le un, vend que là-bas. c'est un PDF? Non, c'est un livre, Ah d'accord, ok. c'est un vrai livre papier, ouais. Ok, ok, C'est tout premier. Et en fait, j'ai eu de la d'accord. chance, c'est que Hachette, enfin, surveille les éditions, enfin, pour les personnes qui écrivent des livres, il Ah faut ouais, ça savoir que les maisons m'intéresse, ça m'intéresse. Il faut savoir que les maisons d'édition aiment bien regarder les nouveaux auteurs, entre guillemets, qui publient en Ouais, auto-édition. Et d'accord, moi, ça a été le cas, ils sont venus me chercher du coup. d'accord. Ils Donc, ont vu que mon livre se vendait très très bien. Donc ils m'ont proposé un projet. C'est comme ça que ça a été amorcé en fait. donc c'est pas toi qui as été demandeuse d'avoir un livre papier vendu dans toutes les bonnes librairies, c'est vraiment eux qui sont venus te chercher par rapport à tes ventes de ton auto-édition. Wow, c'est cool ça. Ouais, ouais, J'ai eu de ouais. la chance. Je ne sais pas si c'est le cas avec toutes les maisons d'édition, mais en tout cas, avec Hachette, là, l'équipe avec qui j'ai travaillé, j'avais carte blanche et c'est vraiment un plaisir de travailler comme ça parce que on sent qu'on est nouveau entre guillemets dans le milieu, mais ils nous font entièrement confiance. Et du coup, voilà, c'était vraiment chouette. Et ils m'ont renouvelé leur confiance la deuxième fois. Donc, c'était vraiment une très belle aventure de découvrir comment on écrit un livre, comment le livre est créé, les différentes étapes. Ça fait vraiment partie des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre quand j'étais, par exemple, au collège. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes, c'est de pas enfin, de pas se projeter trop sur l'avenir et de savoir saisir les opportunités qui se présentent parce que moi j'étais ce genre de d'élève qu'on n'entendait pas en classe, qui faisait des malaises en plein exposé et aujourd'hui je fais des conférences, je suis présente sur les réseaux sociaux. En fait, je fais exactement l'opposé de ce que je me sentais à l'époque capable de faire. Donc il faut savoir que avec la maturité, quand on est jeune, on n'est pas prêt à tout ça et finalement c'est en vieillissant qu'on se dit je vais saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi et je vais les vivre à fond. Et je crois qu'il faut ouvrir les portes grand comme ça et on est Ah oui. surpris par ce qui nous arrive, tu vois. Parce que des fois on dit, bon, on va faire Ouais, ça, on va vendre comme ça et tout. Alors que si tu laisses place vraiment à l'inconnu, des fois il t'arrive des belles surprises et c'est ouais. ça qui est super chouette. Mm. Voilà.
Ben, en tout Ça cas, fait peur, mais c'est ouais, ouais, ouais. Il y a une phrase que j'aime bien, saute et le filet apparaîtra. Voilà. Ben, en tout cas, Aurélie, je te remercie beaucoup de ce moment. Merci beaucoup d'avoir partagé avec ton plaisir. expérience de maman et puis ben, comment tu es devenue professionnelle de la diversification, en partie grâce à ta petite fille. Et puis, ben, on peut retrouver tes livres ben, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, ton site, c'est comme des grands, hein, comme des grands.fr, c'est ça? Si on veut retrouver d'autres. Sam-grand, c'est ça. .fr. Ouais, voilà. Super. Je te remercie beaucoup. De rien.